Le taxi s'est arrêté devant une maison à 2 étages, bien entretenue, avec une pelouse verte. Le chauffeur, un jeune homme avec une boucle d'oreille, a déchargé mes 2 valises sur le trottoir, me souhaitant une bonne journée. Il m'a fallu un moment pour sortir mon portefeuille de mon sac. Mes doigts n'étaient plus aussi agiles qu'autrefois. « Merci », ai-je dit, lui tendant des billets. « Gardez la monnaie. » Quand le taxi est parti, je me suis retrouvée seule devant la maison de mon fils, la dernière fois que j'avais vu Rémi. C'était il y a 3 ans, aux funérailles d'Henri. Mon mari était mort d'une crise cardiaque à 78 ans. Rémi était venu pour 2 jours, juste pour la cérémonie, sans même rester pour m'aider avec les formalités. « J'ai un projet urgent. Maman, tu comprends ?» avait-il dit. Oh, je comprenais. Toute ma vie, j'avais compris. Quand il ne venait pas pour Noël à cause du travail, quand il oubliait notre anniversaire de mariage pour un voyage d'affaires, quand il ne téléphonait pas après mon opération du genou, parce que son téléphone était déchargé. J'avais toujours trouvé des excuses à ses actes. C'est ce que font les mères. La maison semblait plus luxueuse que prévu. Façade en pierre blanche, arbustes bien taillés, garage pour 2 voitures. Je savais que Rémi travaillait comme ingénieur dans une entreprise de construction. Sa femme, Hélène, comme gestionnaire dans une compagnie d'assurance. Il n'avait pas d'enfant. Bien que marié depuis 12 ans, j'ai pris une profonde inspiration, poussant ma valise vers la maison. Elle était plus lourde que je ne pensais, contenant tout ce qui restait de mon ancienne vie. La maison à Poitiers, où Henri et moi avions vécu près de 40 ans, avait dû être vendue après sa mort. Je ne pouvais l'entretenir avec ma modeste pension d'ancienne caissière de supermarché. Taxes, factures, réparation du toit. Tout était devenu un fardeau écrasant. Quand j'ai appelé Rémi pour lui parler de ma situation, il est resté silencieux longtemps, puis a dit qu'il devait en discuter avec Hélène. Il a rappelé, disant que je pouvais emménager chez eux temporairement. « Maman, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de convenable », a-t-il souligné. Je suis montée sur le porche, sonnant à la porte. Des pas se sont fait entendre. La porte s'est ouverte. Hélène se tenait là, une femme élancée aux cheveux blonds courts, aux lèvres fines étirées en un sourire. Je ne l'avais vue que quelques fois. Toujours impeccablement polie, totalement froide. « Madeleine, vous êtes enfin arrivée », s'est-elle exclamée avec un enthousiasme fin. « Entrez, entrez. Rémi est encore au travail, mais il sera là bientôt. » J'ai franchi la porte. Hélène m'a entourée d'un bras, effleurant à peine mes épaules. Elle sentait un parfum coûteux, peut-être une pointe d'impatience. « Laissez-moi vous aider avec les valises », a-t-elle dit, prenant la plus petite. « Il faudra laisser l'autre ici, jusqu'au retour de Rémi. » Le couloir était spacieux, lumineux, parquet en chêne, miroir sculpté, console élégante avec un vase de roses fraîches. Tout parlait de richesse, de bon goût. Je me sentais déplacée dans mon vieux tailleur. Mes chaussures usées, « Vous avez une belle maison », ai-je dit, tentant d'engager la conversation. « Merci », Hélène a hoché la tête. « Nous avons récemment rénové. Venez, je vais vous montrer où vous vivrez. » Je m'attendais à ce qu'elle m'emmène à l'étage, où se trouvaient probablement les chambres, mais nous sommes passés par la cuisine vers la porte arrière. J'ai peur que nous n'ayons pas de chambre libre dans la maison, a dit Hélène, ouvrant la porte sur le jardin. Rémi utilise la 2e chambre comme bureau, la 3e étant travaux. J'ai senti quelque chose se serrer en moi, mais je n'ai rien dit. Nous avons traversé le jardin soigné, longeant un parterre de roses anciennes, un petit bassin orné de nénuphars, nous dirigeant vers une petite structure au fond de la propriété. Une vieille grange, peinte de la même couleur que la maison. Nous l'avons rénovée l'été dernier, a expliqué Hélène, déverrouillant la porte.
Nous voulions en faire un studio pour les invités. Mais nous n'avons jamais fini. L'intérieur était propre, sec, mais très exigu. Un lit simple, une petite table, une chaise, une armoire étroite, une minuscule salle de bain avec une porte fragile. Il y a un radiateur ici. Hélène a désigné un vieux radiateur contre le mur. Et du Wi-Fi, bien que le signal soit parfois faible. J'ai regardé la pièce qui allait être ma nouvelle maison. Après la spacieuse maison de Poitiers. C'était humiliant, comme être mise dans une niche pour un vieux chien indésirable. C'est temporaire, bien sûr, a ajouté Hélène, notant mon expression, jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Mettez-vous à l'aise. Je vais préparer le dîner. Rémi sera bientôt là. Elle est partie, me laissant seule avec ma valise. Mes pensées. Je me suis assise sur le lit. Le matelas était dur, grinçant. Dans un coin du plafond, j'ai remarqué une toile d'araignée. La fenêtre donnait sur la clôture nue du voisin. Une boule s'est formée dans ma gorge. Mais j'ai retenu mes larmes. Après tout, j'ai 75 ans. Trop vieille pour pleurer. J'ai ouvert ma valise. Commençant à sortir mes affaires, il n'y avait pas grand-chose. La plupart avaient été vendues avec la maison ou données. J'ai accroché 2 robes, un tailleur dans l'armoire. Posé la photo d'Henri sur la table. Un homme grand aux yeux perspicaces, au sourire gentil, me regardait. Henri était un bon mari, calme, fiable, un peu intello, comptable toute sa vie. Rentrant à 18h précise chaque soir. Nous n'étions jamais riches, mais vivions dignement. Rémi était notre seul enfant. Tardif. J'avais presque 40 ans à sa naissance. Peut-être étais-je plus dur avec lui que nécessaire. Peur de le gâter, peur de ne pas avoir le temps de l'élever correctement. Henri disait souvent que j'étais trop sévère. Peut-être avait-il raison. Je me souviens avoir crié sur Rémi, d'usant, pour un C en maths, l'avoir forcé à réécrire ses devoirs 3 fois, jusqu'à ce que son écriture soit parfaite. Lui avoir interdit le bal de promo pour être rentré après le couvre-feu. Je voulais juste faire de toi un homme, lui disais-je. Mais peut-être l'étouffais-je avec mon soin, mon contrôle. Et voilà le résultat. À 75 ans, je suis dans une grange. Ma nouvelle maison, mon fils unique prenant à peine le temps de s'absenter du travail le jour de mon arrivée. J'ai entendu une porte claquer dans la cour. La haute silhouette de Rémi a traversé la fenêtre. Il marchait vers la grange d'un pas tranquille. L'air d'un homme accomplissant un devoir désagréable. J'ai vite arrangé mes cheveux, redressé mon chemisier. « Maman, a-t-il dit, entrant sans frapper. Tu es arrivée. » Ce n'était pas une question. J'ai juste hoché la tête. Rémi semblait fatigué. Les rides autour de ses yeux plus profondes que dans mon souvenir. Des cheveux gris dans sa tignasse brune. Il portait un costume d'affaires. Mais sa cravate était déjà de travers. Comment était le voyage? A-t-il demandé, sans tenter de m'enlacer. Ça allait, ai-je répondu, un peu fatigant. Une pause gênante s'est installée. Nous nous regardions comme des étrangers. Hélène t'a montré ta chambre. Il a fait le tour de la grange. Oui, merci. C'est très... causé. Rémi a froncé les sourcils. Comme réalisant la fausseté de mes mots. C'est temporaire. Maman, jusqu'à ce qu'on finisse les réparations de la chambre d'amis. Une fuite. Il a fallu remplacer le sol, les murs. J'ai hoché la tête, bien que je n'ai vu aucun signe de travaux en traversant la maison. Pas de matériaux, pas d'odeur de peinture, rien. Eh bien, a dit Rémi, c'est dandinante. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. Hélène a fait un coq au vin. Ça semble délicieux. Ai-je dit? Je vous rejoins à la maison. Il a hoché la tête, sortante, fermant la porte derrière lui. J'ai expiré. La première rencontre s'était passée pire que prévu. Tant d'années avaient passé. Et toujours ce mur entre nous. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais imaginé nos retrouvailles, lui m'enlaçant, disant qu'il m'avait manqué. Nous assis le soir autour d'une tasse de thé, rattrapant le temps perdu.
Rêves insensés d'une vieille femme. Je me suis changée pour une robe plus convenable, me dirigeant vers la maison, en traversant la cour, longeant les roses anciennes, le bassin de nénuphars. J'ai remarqué que l'herbe ici n'était pas aussi soignée qu'à l'avant. Un tas de feuilles de l'année passée dans un coin. Apparemment, cette partie de la propriété n'était pas montrée aux invités. La porte vitrée de la cuisine était entr'ouverte. J'ai entendu des voix étouffées. Hélène et Rémi se disputaient. Je me suis ralentie, écoutant. « Tu aurais pu au moins faire semblant d'être heureux de la voir », a dit Rémi. « Je l'ai faite », Hélène a rétorqué. « Mais ne t'attends pas à ce que je saute de joie. C'était ton idée. Ton idée. C'est toi qui disais que c'était une opportunité. Taille-toi !» Hélène a sifflé. Elle pourrait entendre. J'ai toussé, poussant la porte. Faisant semblant d'arriver, Hélène était au four, remuant quelque chose dans une casserole. Rémi assis au comptoir avec un verre de vin. « Ah, Madeleine !» Hélène a souri. Pile à l'heure. Le dîner est presque prêt. Puis-je vous aider? Ai-je proposé? Non. Tout est sous contrôle. Rémi, pourquoi ne montres-tu pas la maison à ta mère? Mon fils s'est levé à contre-cœur. Ouais, d'accord. Viens, maman. Nous avons traversé le salon. Une grande pièce avec un canapé en cuir, une table basse en verre, un énorme téléviseur au mur. Tout semblait coûteux, un peu impersonnel, comme une page de catalogue de meubles. C'est ici qu'on passe nos soirées, a dit Rémi. On regarde des films le week-end. Sur la table, des magazines chics, une télécommande. Pas de livres, de photos, d'objets personnels. Très jolis. Ah, et je dis. Ensuite, la salle à manger, avec une longue table en bois sombre, un lustre en cristal, des verres, des assiettes décoratives sur le buffet. On mange ici pour les occasions spéciales, a expliqué Rémi. D'habitude, dans la cuisine, j'ai remarqué un tableau au mur, une toile abstraite avec des taches vives. Ces choses m'ont toujours semblé un gâchis d'argent. C'est Hélène qui l'a choisi. Ai-je demandé, désignant le tableau. Ouais, elle a bon goût, a dit Rémi, une pointe de fierté dans la voix. Nous sommes montés à l'étage, la chambre de Rémi, Hélène. La salle de bain, ce qu'ils appelaient le bureau. Rémi n'a pas proposé de jeter un œil dans la chambre, mais la porte du bureau était ouverte. J'ai vu un grand bureau avec un ordinateur, des étagères, une canapé-lit. C'est quoi? Ai-je demandé, désignant le canapé. Rémi a hésité. Parfois, je travaille tard. Je dors ici pour ne pas déranger Hélène. J'allais demander pour la chambre d'amis en travaux. Mais Hélène nous a appelés pour le dîner, à table dans la cuisine. Hélène a disposé un gratin dauphinois crémeux, un coq au vin parfumé, accompagné d'un vin de Bordeaux. Pour le dessert, une tarte aux noix du Périgord, légèrement trop sucrée à mon goût. Rémi a levé son verre. À la famille réunie, nous avons trinqué. Le repas était délicieux. Mais je notais mentalement que la cuisine de mon ami à Poitiers surpassait ce coq au vin. Que pensez-vous de notre humble maison? Madeleine, Hélène a demandé avec un sourire. Une sorte de défi. C'est magnifique. Ai-je dit? Ça a dû coûter cher. Nous travaillons dur. Rémi a dit sèchement. Bien sûr. Mon chéri, j'ai acquiescé. Je vois que vous avez beaucoup accompli. La conversation ne coulait pas. Nous échangions des banalités sur le temps. Mon voyage, le travail de Rémi. Nous ne parlions pas du passé. Comme un accord tacite d'éviter les sujets douloureux. Comment avance la vente de la maison? Rémi a demandé. Finissant le dessert. Je l'ai déjà vendu, ai-je répondu. Il y a 2 semaines. Vraiment. Rémi s'est animé. As-tu eu un bon prix? J'ai vu Hélène lui lancer un regard d'avertissement. Assez? Ai-je dit évasivement. J'ai payé mes dettes. Il me reste un peu pour vivre. Donc, tu n'es pas à court d'argent. Rémi a continué, ignorant le regard agacé de sa femme.
Je ne dirais pas ça. Ma pension est petite. L'argent de la vente est tout ce que j'ai. Mais quand même, combien? Rémi a insisté. Juste pour savoir que tu es en sécurité. Je lui ai dit le montant. Une somme correcte pour une maison modeste dans un quartier moyen de Poitiers. Les yeux de Rémi ont brillé. Hélène a hoché la tête légèrement. « Et où gardes-tu cet argent ?» Rémi a demandé, l'air détaché. « À la banque. Une partie en titres. » Ai-je répondu. Henri disait toujours qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ton père était un homme sage. Hélène a dit, se tournant vers Rémi. Au fait, chérie, as-tu pensé au paiement du prêt auto demain? Le visage de Rémi s'est assombri. Non, je n'ai pas oublié. On va se débrouiller. Avez-vous des difficultés financières? Ai-je demandé, me souvenant de leur conversation dans la cuisine. Non, pas du tout. Rémi a dit précipitamment. Juste un problème temporaire de liquidité. On en a tous. Hélène a acquiescé. Henri économisait toujours pour les jours difficiles. Il disait qu'il faut 6 mois de réserve. Ça fait sens. Hélène a hoché la tête. Dommage qu'on ne suive pas toujours ce conseil. Après le dîner, j'ai proposé de faire la vaisselle. Mais Hélène a refusé, disant qu'ils avaient un lave-vaisselle. Rémi s'est retiré au salon pour regarder un match de football. Épuisé après une longue journée, j'ai décidé de retourner à la grange. Bonne nuit, ai-je dit, debout à la porte de la cuisine. Bonne nuit, Madeleine. Hélène a répondu, sans se retourner du lavier. Le petit déjeuner est à 8 heures. Si vous êtes debout tôt, je suis sortie dans la cour. La soirée était chaude. Mais je ressentais un frisson. Entrant dans la grange, j'ai allumé la lumière, une ampoule faible au plafond, m'asseyant sur le lit. Les murs étaient fins, j'entendais les criquets chanter à proximité. Je me suis déshabillée, lavé le visage dans le petit lavabo, me glissant dans le lit. Le matelas était dur, l'oreiller trop haut. Par la petite fenêtre, je voyais un ciel sombre sans étoiles, allongé dans le noir. Je pensais à aujourd'hui. Le sourire faux d'Hélène, la froideur de Rémi, la lueur dans ses yeux quand il s'agissait d'argent, la grange devenue ma maison. Je n'ai pas pleuré, j'avais laissé les larmes à Poitiers, en fermant la porte de ma maison pour la dernière fois. Maintenant, je me sentais juste fatiguée, étrangement engourdie. J'avais 75 ans, vendu la maison où j'avais vécu presque toute ma vie. Venu chez mon fils, espérant passer le reste de mes jours dans la chaleur d'un foyer familial. Mais je me retrouvais dans une grange, avec un fils intéressé seulement par mon argent. Que fais-je ici, ai-je pensé, sombrant dans un sommeil agité. Pourquoi suis-je venue? La dernière chose entendue avant de m'endormir était la voix étouffée de Rémi par la fenêtre ouverte de la maison. Combien a-t-elle dit? 184.000 euros. Ça résoudrait tous nos problèmes. Hélène, tous. Le matin dans la grange était plus froid que prévu. Le soleil de Vallières n'avait pas encore réchauffé les murs fins de ma nouvelle maison. Je me suis réveillée, une habitude acquise au fil des années. À me lever tôt pour le travail. Une habitude jamais abandonnée, même à la retraite. La lumière matinale filtrée par la petite fenêtre. Au loin, le bruit des voitures passant. J'ai tendu la main vers la table de chevet, où se tenait la photo d'Henri. Son regard calme semblait demander « Alors, comment te plaît-il ici ?» Mado, mon mari m'appelait toujours par ce diminutif. Pas très confortable, à vrai dire. Ai-je murmuré, répondant à la question muette. Je me suis levée lentement, sentant mes articulations douloureuses après une nuit sur le matelas dur. La salle de bain minuscule offrait à peine assez d'espace pour se retourner. Je me suis lavé le visage à l'eau glacée. L'eau chaude semblait un luxe ici, et j'ai commencé à m'habiller, choisissant une robe grise, un cardigan coiffant mes cheveux gris en un chignon soigné, sans maquillage. À mon âge, ça soulignait seulement les rides. Je suis sortie de la grange. Me dirigeant vers la maison, le matin était frais.
mais promettait une journée chaude. La rosée scintillait sur la pelouse. Les oiseaux chantaient dans les magnolias. Un instant, j'ai ressenti une nostalgie pour mon jardin à Poitiers, où chaque plante était de mes mains. La porte d'entrée semblait verrouillée. J'ai contourné la maison, frappant à la fenêtre de la cuisine. 1 minute plus tard, Hélène, ensommeillée, en robe de soie, est apparue, haussant les sourcils, surprise de me voir, mais ouvrant la porte. « Madeleine, vous êtes si matinale », a-t-elle dit, une pointe d'irritation dans la voix. « Nous prenons le petit déjeuner vers 9 heures le week-end. »« Oh, désolée, je suis habituée à me lever tôt. » ai-je dit, me sentant maladroite. « Je peux revenir plus tard. »« Non, non, puisque vous êtes là. » Elle a fait un geste vers la cuisine. « Café. » Avec plaisir. Hélène allumait la machine à café. Un appareil complexe avec bouton, lumière clignotante. Je me suis assise au comptoir, observant ses mouvements économes. Pas un geste superflu. Rémi dort encore. Ai-je demandé, tentant une conversation. Ouais, c'est son jour de congé. Il ne se lève pas avant 10 heures le samedi. La machine a bipé. 1 minute plus tard, Hélène a posé un espresso devant moi, prenant un yaourt. « Des fruits au frigo? Voulez-vous du pain grillé ?» a-t-elle demandé, sortant du pain. « Oui, merci. » Nous avons pris le petit déjeuner dans un silence gênant. Je cherchais un sujet de conversation, mais tout semblait inapproprié ou trop personnel. Enfin, Hélène a parlé. « Comment avez-vous dormi dans la maison d'amis ?»« Maison d'amis. » C'était ainsi qu'elle appelait la grange. Choix de mots intéressants. « Ça allait. Merci. » Ai-je menti? C'est juste un peu froid le matin. Oh, oui. Le radiateur n'est pas très efficace. Rémi devait le remplacer. Mais il n'a pas trouvé le temps. Elle l'a dit comme un détail insignifiant. Pas le confort d'une personne âgée. C'est pas grave. Je suis habituée au temps frais. Ai-je dit? Ne voulant pas sembler ingrate, Hélène a hoché la tête. Perdant visiblement l'intérêt pour la conversation, elle a sorti son téléphone, regardant quelque chose, fronçant parfois les sourcils. À un moment, elle a juré doucement. « Quelque chose ne va pas. » Ai-je demandé. « Non, juste. » Elle a hésité. Un problème avec le paiement du prêt. La banque a envoyé un avis. Elle l'a dit avec désinvolture, mais son regard était calculé. « Un prêt immobilier. » Ai-je demandé. « Non. » Sur la voiture de Rémi. Il a acheté une nouvelle Audi l'an dernier. Elle a soupiré. Peut-être pas la décision la plus intelligente vu notre situation financière. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Pour moi, si on ne peut pas se permettre une voiture, on n'en achète pas. C'est ainsi qu'on nous a appris. Avez-vous des difficultés financières? Ai-je demandé directement. Hélène a hésité, comme décidant d'être franche. À vrai dire, oui, a-t-elle dit enfin. Rémi a investi dans un projet d'un ami. Une start-up technologique, censée être une mine d'or. Mais ça a fait faillite. Nous avons perdu presque 12 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 22 000 €. Henri et moi n'avions jamais économisé autant de toute notre vie. Et puis, il y a eu les frais médicaux. Hélène a continué. Rémi a eu une opération du dos l'an dernier. L'assurance a couvert une partie. Mais nous avons encore payé beaucoup. Elle m'a lancé un regard plein de sous-entendus. Mais nous nous en sortirons, a-t-elle ajouté avec un sourire étrange. Étrange. Nous l'avons toujours fait, ça. Rémi est descendu. Ensommeillé, mal rasé, surpris de me voir dans la cuisine. « Maman, depuis quand es-tu là ?»« Depuis 8 heures. » Hélène a répondu à ma place. « Ta mère est matinelle. » Rémi a hoché la tête, se dirigeant vers la machine à café. Il semblait plus vieux que son âge. Rides autour des yeux, calvitie naissante, un petit ventre au-dessus de la ceinture de son pantalon de maison. J'ai soudain pensé que je ne connaissais pas cet homme. Mon fils, mon sang, et pourtant un parfait étranger.
quels sont tes plans aujourd'hui ?» a-t-il demandé, s'asseyant avec une tasse de café. C'était une question pour Hélène, mais j'ai répondu. Je pensais explorer un peu. Peut-être aller au magasin le plus proche. Il y a un magasin à 3 pâtés de maison, a dit Rémi. Mais il va pleuvoir aujourd'hui. Pourquoi ne pas rester à la maison ? Maison, choix de mots intéressant pour une remise dans la cour. Je ne suis pas en sucre. Je ne fondrai pas. Ai-je souri. Toute ma vie, j'ai travaillé par tous les temps. Comme tu veux. Rémi a haussé les épaules, se tournant vers Hélène. As-tu parlé à la banque ? Oui, a-t-elle dit doucement. Ils nous ont donné un délai de 2 semaines. Mais après, il faudra payer ou... Elle lui a lancé un regard significatif, me regardant aussi. Rémi m'a regardé. Je faisais semblant de ne pas remarquer l'échange silencieux. Je vais aller préparer ma promenade, ai-je dit, m'élevant de table. Maman, attends, Rémi a dit soudain. Hélène t'a-t-elle parlé de nos difficultés financières ? Une peu, ai-je répondu prudemment. Tu vois, nous sommes dans une situation difficile. Il a regardé sa femme, comme cherchant du soutien. Cette start-up était censée être très rentable. Mon ami Gaspard est un type intelligent. Il avait une super idée. Qui savait que ça tournerait ainsi ? Parfois, les investissements ne paient pas. Ai-je dit, noutre. Exactement. Rémi s'est animé. Mais nous galérons vraiment. La banque menace de saisir la voiture si nous ne payons pas. Et puis, il y a les cartes de crédit. En gros, nous sommes dans un trou profond. Il s'est tu, me regardant avec attente. J'ai compris où il voulait en venir. Mais j'ai décidé de ne pas lui faciliter la tâche. C'est très désagréable. Ai-je dit. J'espère que vous trouverez une solution. En fait, maman, Rémi s'est éclairci la gorge. Je me demandais si tu pourrais nous aider. Temporairement, bien sûr. Juste pour sortir de ce trou. Nous rembourserions dès que possible. Voilà, la première tentative pour accéder à mon argent. Je m'y attendais, mais j'ai ressenti une pointe de déception. De combien avez-vous besoin ? Ai-je demandé ? 27. 600 € résoudrait la plupart des problèmes. Hélène a répondu rapidement. Nous rembourserions les dettes les plus urgentes. 700 €. Presque un 6e de tout ce que j'avais. C'est beaucoup d'argent. Ai-je dit lentement. Nous savons, Rémi a ajouté précipitamment. Et nous sommes très reconnaissants que tu y penses. Je n'avais encore rien dit de ma décision. Mais il me remerciait déjà. Une tactique typique de manipulateur pour présumer l'accord. Je dois y réfléchir. Ai-je dit, c'est tout ce que j'ai économisé pour ma vieillesse. Bien sûr. Maman, Rémi a souri. Tendu, pas de pression. Juste, le plus tôt sera le mieux. La banque n'attendra pas éternellement. J'ai hoché la tête, sortant de la cuisine, sentant leur regard dans mon dos, de retour dans la grange. Je me suis assise sur le lit, prenant une profonde inspiration. Donc, voilà, la première tentative pour mon argent. Et je suis sûre que ce n'est pas la dernière. La journée a passé dans une incertitude morose. Je suis allée au magasin, achetant des provisions pour moi, ne voulant pas être un fardeau en mangeant leur nourriture. À mon retour, Rémi fouillait dans le garage. Hélène lisait un magazine sur le porche arrière, tous deux feignant de ne pas me remarquer. Ce soir-là, en préparant un dîner modeste sur la petite plaque dans la grange, on a frappé à la porte. C'était Rémi. « Salut, maman, puis-je entrer ?» J'ai hoché la tête. Il s'est glissé dans l'espace exigu. Il sentait le vin. « Écoute, à propos de notre conversation aujourd'hui, a-t-il commencé ? Je ne voulais pas te mettre la pression. Je comprends. C'est juste que nous sommes dans une situation difficile. Tu es la seule à qui nous pouvons nous adresser. » Il s'est assis sur la seule chaise. Je suis restée debout près de la plaque, remuant mon grouau. Je vais y réfléchir. Rémi. Ai-je répété ? Merci.
Maman, il a souri. Au fait, es-tu à l'aise ici? Ça va, ai-je dit, ne voulant pas me plaindre. C'est juste froid le matin, l'eau est à peine tiède. Ouais, il y a un problème avec le chauffe-eau, je verrai ce que je peux faire. Il a regardé autour. Tu sais, ça coûte de l'argent d'entretenir cet endroit. Électricité. Surtout si tu utilises le radiateur tout le temps. Voilà, le deuxième mouvement. Une allusion que je dois payer mes frais de séjour. Je peux participer au coût. Ai-je dit, d'une voix égale. Combien veux-tu pour le loyer? Rémi a semblé déconcerté. Il ne s'attendait pas à une question si directe. Non, maman, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que tout est cher maintenant. Il s'est levé. Eh bien, je ne vais pas interrompre ton dîner. Bonne nuit. Il est sorti, me laissant avec un arrière-goût amer. La tactique était claire. Demander une grosse somme d'abord, puis faire pression, insinuant que j'étais un fardeau. Le lendemain matin, j'ai décidé de ne pas aller à la maison pour le petit déjeuner, buvant du thé, des biscuits achetés, lissant un livre apporté de Poitiers, un vieux volume de Victor Hugo, l'auteur préféré d'Henri, vers midi. Hélène a jeté un œil dans la grange, habillée pour sortir. Robe élégante, talons, maquillage impeccable. Madeleine, Rémi et moi allons à un barbecue chez des amis. Ça vous va d'être seul jusqu'à ce soir? Bien sûr, ai-je répondu. Amusez-vous. Merci, elle a marqué une pause à la porte. Au fait, Rémi vous a-t-il parlé hier de notre situation? Oui. Et qu'avez-vous décidé? J'entendais l'impatience dans sa voix. Je réfléchis encore. Hélène, elle a pincé les lèvres. Je comprends. Mais vous savez, si ma belle-mère était dans une situation difficile, je n'hésiterais pas une seconde. Un autre appel à ma conscience. Je n'en doute pas. Hélène, ai-je dit calmement, mais 800 euros, ce n'est pas rien pour moi. Bien sûr. Elle a souri. Tendoué, je pensais juste vous le rappeler. Nous rentrerons tard. Ne nous attendez pas. La maison était vide après leur départ. J'en ai profité pour regarder autour. J'avais honte de fouiller leurs affaires, mais je voulais mieux comprendre ma situation. Sur une table du salon, des factures impayées, services publics, carte de crédit, assurance santé. Les montants étaient impressionnants, mais pas catastrophiques. Dans un tiroir du buffet, j'ai trouvé les documents pour la voiture de Rémi. Une Audi neuve. Le coup m'a fait siffler. La voiture valait la moitié de ma maison. Dans le bureau de Rémi, j'ai trouvé des relevés bancaires jetés négligemment sur le bureau. Un coup d'œil montrait qu'ils étaient en effet dans le rouge, mais avaient dépensé pour des restaurants chers, des vêtements de marque, des vacances à Nice. Je n'étais pas experte financière, mais même moi, il était clair que leur problème venait moins de mauvais investissements que d'une incapacité à vivre selon leurs moyens. De retour dans la grange, j'ai longuement réfléchi. Devais-je leur donner l'argent? D'un côté, c'était mon fils. De l'autre, j'avais vu comment ils géraient leurs finances. 27 600 € fondraient en quelques mois. Ils reviendraient pour plus. Le soir, j'avais pris une décision. Je leur donnerais 9 200 €. Assez pour montrer de la bonne volonté. Aider avec les factures urgentes, mais pas assez pour maintenir leur train de vie. Rémi et Hélène sont rentrés tard. Je les ai entendus entrer, riantes, parlant fort. D'autres voix avec eux. Ils avaient ramené des invités. La musique, les rires ont duré tard dans la nuit. Le lundi matin, Rémi est parti au travail. Hélène se restait, travaillant à distance 2 jours par semaine. J'ai frappé à la porte. Hélène a ouvert, tenant une tasse de café. Elle semblait fatiguée après la fête. « Bonjour, Madeleine », a-t-elle dit sans enthousiasme. « Avez-vous besoin de quelque chose? Je veux parler d'argent. » Ai-je dit franchement? Elle s'est animée. « Bien sûr, entrez. »
Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Hélène essayant de cacher son impatience. Mais ses yeux la trahissaient. J'ai répondu à votre demande. Ai-je commencé? Je peux aider, pas avec 300 €, mais avec 900. Le visage d'Hélène s'est légèrement crispé de déception. Mais elle s'est vite ressaisie. C'est très généreux. Madeleine, nous sommes très reconnaissants. Je peux vous donner un chèque maintenant. Ou virer l'argent sur votre compte. Un chèque ira. A-t-elle dit rapidement. Je le déposerai aujourd'hui. J'ai sorti mon chéquier, rédigeant un chèque de 900 €. En le lui tendant, j'ai ressenti un pincement de regret. Pas pour l'argent, mais pour ce qu'était devenu notre relation. J'espère que cela aidera avec vos problèmes les plus urgents. Aïe, je dis, absolument. Hélène a plié le chèque soigneusement, le glissant dans sa poche. Vous n'avez pas idée du cadeau que c'est pour nous. Mais je l'avais, et j'imaginais aussi que ce n'était que le début. Le lendemain, Rémi était passé à la grange après le travail, inhabituellement animé, apportant une bouteille de vin. Hélène m'a dit que tu nous as beaucoup aidés. Maman, a-t-il dit, débouchant la bouteille. Je ne sais comment te remercier. Pas besoin de me remercier. Ai-je répondu, tu es mon fils. Nous avons bu un verre de vin bon marché. Pas la qualité à laquelle Rémi et Hélène étaient habitués. Ils parlaient du travail, de projets futurs, de comment ils sortiraient du trou financier. J'écoutais, hochant la tête, mais je sentais la fausseté dans chaque mot. Les jours suivants, j'ai remarqué un changement. Hélène passait avec une tasse de thé, demandant si j'avais bien dormi, si j'avais besoin de quelque chose. Rémi a réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain de la grange, apporté un nouveau radiateur, vieux, mais meilleur que l'ancien. Ce jeu de sollicitude était si évident qu'il me mettait mal à l'aise. Il prenait soin de moi comme d'une poule aux œufs d'or. Je savais qu'une autre demande suivrait bientôt. Ça n'a pas tardé. Une semaine après mon premier don, Rémi m'a invité à dîner à la maison. Hélène avait cuisiné un rôti, mon plat préféré, qu'elle ne pouvait pas connaître, mais prétendait se souvenir. Au dessert, Rémi s'est éclairci la gorge, échangeant un regard avec sa femme. « Maman, il y a quelque chose dont nous voulions parler. » A-t-il commencé? « Oui. » J'ai posé ma cuillère. Ton aide a été inestimable. Vraiment. Nous avons pu payer les dettes les plus urgentes. Ravi de l'entendre. Ai-je hoché la tête? Mais, vois-tu, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il a soupiré. Nous avons encore des problèmes avec l'hypothèque. La banque menace de saisir la maison si nous ne payons pas les arriérés. Combien vous faut-il cette fois? Ai-je demandé franchement? Rémi a semblé gêné par ma franchise. 23 000 € de plus, a-t-il dit. Ça couvrirait les arriérés. Nous donnerait quelques mois de répit. Je suis restée silencieuse, réfléchissant. D'un côté, je ne voulais pas qu'il perde la maison. De l'autre, je voyais que c'était le début d'une spirale sans fin. 23 000 aujourd'hui, 46 000 demain. Et après, toutes mes économies. Je dois y réfléchir. Ai-je dit enfin? Bien sûr. Maman, Rémi a hoché la tête. Mais pas trop longtemps, si possible. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Hélène a ajouté. Madeleine, nous savons que nous demandons beaucoup. Mais c'est notre maison. Nous ne voulons pas finir à la rue. Je suis restée silencieuse. L'idée qu'ils puissent perdre la maison me dérangeait. Mais ce qui me dérangeait plus, c'était leur attitude envers l'argent. Envers moi. Vers minuit, j'ai entendu des voix du côté de la maison. La fenêtre était entr'ouverte. La brise chaude portait des bribes de conversation. Rémi et Hélène étaient sur le porche arrière, sirotant quelque chose dans des verres. Ils ne pouvaient me voir dans l'obscurité de la grange. J'étais témoin malgré moi de leur conversation. Penses-tu qu'elle donnera plus? Hélène a demandé. Elle devrait... Rémi a dit. Confiant. C'est ma mère. Et puis, où irait-elle? Je ne sais pas. Elle n'avait pas l'air convaincue. C'est une tactique.
Rémi a ricané. Elle veut qu'on insiste. Les vieux aiment se sentir utiles. J'ai senti comme un coup dans l'estomac. Les vieux, où iraient-elles? Je n'étais pas une mère pour eux. J'étais un distributeur de billets. Et si elle dit non? Hélène a demandé. Alors, je devrais pousser plus fort. Rémi a siroté son verre. Insinué que, si elle n'aide pas, elle devra chercher un autre endroit où vivre. Tu penses que ça marchera? J'en suis sûre. Elle n'a nulle part où aller. Elle n'a que nous. De toute façon, je suis l'unique héritier. Tôt ou tard, tout cet argent sera à nous. Hélène a ri. Espérons plutôt que tard. Elle n'a pas l'air en bonne santé. Je parie que la vieille ne tiendra pas longtemps dans cette grange. Ils ont ri ensemble. Le son de leur rire m'a glacée. Donc, c'est ainsi qu'ils voyaient la situation. Me soutirer tout l'argent. Attendre ma mort. Il faudra la pousser à me donner une procuration. Rémi a continué. Pour accéder à tous ses comptes. Pour son bien. Bien sûr. Bien sûr. Hélène a ri encore. Pour son bien. Ils ont parlé longtemps. Mais je n'écoutais plus. J'ai fermé la fenêtre. M'asseyant sur le lit. Sentant une rage froide grandir en moi. Tout était clair. Je n'étais pas une mère pour eux. Pas une personne. Juste un moyen de résoudre leurs problèmes financiers. Ils ne m'aimaient pas. Ils me méprisaient. Riette dans mon dos. Souhaitaient ma mort rapide. Eh bien, s'ils voulaient jouer à ce jeu, je pouvais jouer aussi. À mes propres règles. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais entendu Rémi et Hélène parler. 3 semaines où j'avais prétendu ne rien savoir. Que tout allait bien. Je souriais quand Hélène m'apportait des serviettes propres. Hochais la tête quand Rémi demandait si j'avais froid dans la grange. Je jouais le rôle de la vieille dame crédule, flattée par l'attention soudaine de la famille. En 3 semaines, je leur ai donné 13 800 € supplémentaires, après beaucoup de persuasion, de résistance. Patinte, j'ai vu leurs yeux s'illuminer à la vue du chèque. Comment ils contenaient à peine leur triomphe. J'ai remarqué les nouveaux vêtements d'Hélène, la montre coûteuse au poignet de Rémi. Clairement pas les dépenses les plus urgentes pour une famille au bord de la ruine. Leurs appétits grandissaient. Rémi avait mentionné nonchalamment qu'ils avaient besoin de 32 du 200 € de plus. Un dernier paiement. Maman, et nous serons sur pied. J'ai fait semblant de considérer sa demande. Mais à l'intérieur, je sentais la colère bouillir. Pensait-il vraiment que j'étais si naïve? Ce matin, Hélène a frappé à la porte de la grange plus tôt que d'habitude. Habillée d'un tailleur élégant, visiblement prête pour le travail. « Bonjour, Madeleine. » A-t-elle souri? « Rémi et moi voulons vous inviter à dîner ce soir. Quelque chose de spécial. Merci. » Hélène. Ai-je répondu? J'aimerais venir. Super. 19 heures. Rémi cuisine des steaks. Elle est partie. Je suis restée assise sur le lit, pensant. Quelque chose de spécial. Je me demande ce qu'il prépare cette fois. Une autre demande d'argent ou quelque chose de plus. J'ai passé la journée comme d'habitude, lisant, me promenant dans le quartier, m'arrêtant à un petit parc à proximité. J'y étais souvent ces derniers jours, observant les gens, réfléchissant à ma vie. Parfois, je parlais à d'autres personnes âgées promenant leurs chiens ou assises sur des bancs. D'une femme nommée Delphine, j'ai appris l'existence d'un centre pour seniors à 2 pâtés de maison, proposant des cours d'art, de musique, des excursions. Vous devriez passer. A-t-elle dit. C'est tellement intéressant. J'ai pensé que je pourrais m'y intéresser. J'aimais peindre autrefois, mais j'avais abandonné ce loisir à la naissance de Rémi. L'éducation, le travail, les tâches ménagères, plus de temps pour les hobbies. De retour dans la grange, je me suis changée pour le dîner, choisissant une robe bleu foncé, une des rares convenables qu'il me restait, brossant mes cheveux gris, appliquant même du rouge à lèvres, me regardant dans le petit miroir au-dessus du lavabo.
Je voyais une femme âgée aux yeux fatigués, mais au dos droit, au regard ferme. Une mère trahie par son propre fils, mais aussi une femme qui n'avait pas encore dit son dernier mot. À 19 heures précises, j'ai frappé à la porte de la maison. Rémi a ouvert, souriante, pourtant un tablier sur sa chemise. « Maman, entre. Les steaks sont presque prêts. » La maison sentait la viande grillée, un parfum coûteux. Hélène était déjà à table, en robe noire élégante, un verre de vin rouge à la main. « Madeleine, vous êtes ravissante, » a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci. Hélène, vous aussi. » Je me suis assise. Rémi m'a versé du vin, coûteux à en juger par l'étiquette, notant mentalement que pour des gens au bord de la ruine, ils étaient très dépensiers en alcool. Le dîner a commencé par une conversation banale sur le temps, le travail de Rémi, le nouveau projet d'Hélène. Ils étaient inhabituellement attentifs, me servant les meilleurs morceaux, remplissant mon verre. Je souriais, alimentant la conversation. Mais à l'intérieur, j'étais sur mes gardes. C'était comme une scène de film où les méchants endorment leurs victimes avant d'attaquer. « Maman, Rémi a commencé. Passant au dessert. Un clafoutis aux cerises achetées. Hélène et moi avons beaucoup réfléchi à ta situation. » Mon situation. J'ai haussé un sourcil. « Oui, tu sais, tu es seule, sans mari, dans une ville étrangère. L'argent de la vente de ta maison est tout ce que tu as. Nous craignons que quelqu'un profite de ta gentillesse. » J'ai eu du mal à retenir un rire. « Quelqu'un comme vous, c'est très gentil de votre part. » Ai-je dit. Neutre. Nous pensons à ton avenir. Hélène a pris la parole. À comment assurer une vieillesse paisible, sans souci financier. Rémi a hoché la tête, sortant un papier plié de sa poche. « Maman, notre avocat d'entreprise et moi avons préparé un document. Une procuration pour gérer tes finances. Voilà. » Ils montraient enfin leurs vraies intentions. Une procuration. J'ai faim la surprise. « Pourquoi ? » ?»« Pour ta sécurité. » Rémi a répondu rapidement. « Tu vois, à ton âge, il est facile d'être victime de fraude ou de mauvaises décisions financières. Et avec cette procuration, vous pourrez gérer mon argent. » Ai-je demandé franchement, pas le gérer, mais aider à le gérer. Rémi a corrigé. « Nous prendrons toutes les grandes décisions ensemble. » Menteur. J'avais vu le document du coin de l'œil. Une procuration standard donnant un contrôle total sur les finances. Et que comptez-vous faire exactement avec mon argent? Ai-je demandé, sirotant mon vin. Rémi et Hélène se sont regardés. Eh bien, pour commencer, nous pensions consolider tous les fonds dans un seul compte, a dit Rémi, pour faciliter la gestion. Dans votre compte, dans un compte commun. Hélène a répondu vite. Tu y aurais accès à tout moment. Mais nous savions tous que c'était un mensonge. Une fois la procuration signée, je ne reverrai plus mon argent. Donc, vous voulez que je vous donne le contrôle de tout mon argent. Mes objets de valeur, pas transférés. Rémi a corrigé, visiblement agacé par ma franchise. Et en quoi est-ce différent de me le remettre? Maman, tu ne comprends pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas, Rémi. J'ai laissé ma colère percer pour la première fois. Je suis peut-être vieille, mais pas sénile. Je comprends exactement ce que vous essayez de faire. Le visage de Rémi a changé. Le masque du fils attentionné est tombé, laissant place à une irritation froide. Que penses-tu que nous essayons de faire? Prendre le contrôle de ton argent. Tu nous as déjà soutiré 23 000 € sous prétexte de difficultés financières. Maintenant, vous voulez le reste. Hélène a pâli. Rémi a rougi de colère. Comment oses-tu, a-t-il sifflé, après tout ce que nous avons fait pour toi? T'accueillir quand tu n'avais nulle part où aller. Accueillir. J'ai ricané amèrement dans une remise dans la cour. C'est ça, accueillir. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un toit. Hélène est intervenue.
Beaucoup de personnes âgées finissent en maison de retraite directement. Combien payez-vous pour l'entretien de cette maison de retraite? Ai-je demandé, ironique, parce que je me souviens de votre insinuation que je devrais payer pour vivre dans votre grange. Rémi a frappé du poing sur la table, faisant sauter la vaisselle. Ça suffit. Tu vis sur notre propriété. Maman, notre maison, nos règles. Et quelles sont ces règles? Vous donnez tout mon argent. Ce n'est pas comme ça, a-t-il objecté. Mais ses yeux trahissaient la vérité. Alors quoi? Pourquoi avez-vous besoin d'une procuration? Pour ton propre bien. Rémi a sifflé. Mais si tu ne peux pas comprendre, si tu ne fais pas confiance à ton propre fils, peut-être devrais-tu chercher un autre endroit où vivre. Voilà, la menace que j'attendais. Peut-être que je devrais, ai-je dit calmement, m'élevant de table. Merci pour le dîner. Je pense que je vais retourner dans ma chambre. Je suis sortie de la maison. Sentant leurs regards dans mon dos, l'air du soir était chaud. Mais je frissonnais. Ils ne cachaient plus leurs intentions. L'argent ou l'expulsion était leur ultimatum. Eh bien, j'avais une réponse prête, mais ils ne le sauraient que demain. Le matin, j'ai attendu que Rémi parte au travail, que Hélène aille à la gym. Puis j'ai appelé un service de taxi, commandant une voiture. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la banque, où j'ai sorti mes bijoux du coffre-fort, fermé le compte. Puis j'ai visité un avocat qui m'a aidé à rédiger un nouveau testament. Désormais, au lieu de Rémi, mes héritiers étaient 2 organisations caritatives. Une pour aider les personnes âgées, l'autre pour soutenir les victimes de violences domestiques. Ensuite, je suis allée à Les Jardins d'Automne, un complexe de vie autonome pour seniors. La gestionnaire m'a montré un charmant studio avec balcon, cuisine. J'ai immédiatement versé un dépôt, le loyer du premier mois. C'était un vrai logement, digne d'une personne, pas une remise dans une cour. De retour chez Rémi, j'ai commencé à faire mes valises. Peu de choses, 2 valises, un sac de voyage. J'ai plié mes vêtements soigneusement, emballé photos, livres. J'ai mis les bijoux dans mon sac. Je fermais la 2e valise quand la porte de la grange s'est ouverte. Rémi et Hélène se tenaient là, leurs visages furieux. « Que se passe-t-il » Rémi a demandé, regardant les valises. « Tu vas quelque part ?» Je me suis redressée, le regardant dans les yeux. « Oui, Rémi, je déménage. » « Où ?» Hélène est intervenue. « Tu n'as pas d'autre endroit où vivre. »« Maintenant. »« Si » ai-je répondu calmement. « J'ai loué un appartement à Les Jardins d'Automne. » Rémi a pâli. Ce complexe de retraite coûteux. Où as-tu trouvé l'argent pour... Il s'est arrêté, son regard tombant sur mon sac, d'où dépassait un coin de pochette en velours. « C'est quoi ?» Il s'est avancé, arrachant la pochette. « Rende-la. » J'ai tendu la main vers les bijoux. Mais Rémi a reculé. Il a défait la pochette, vidant le contenu dans sa paume. Collier de perles, boucles d'oreilles en or, broche d'améthyste. Tous les trésors de ma mère étaient dans ses mains. D'où ça vient? A-t-il sifflé? Tu disais n'avoir aucun objet de valeur, sauf l'argent de la maison. Je n'ai pas à rendre des comptes sur mes biens. Ai-je dit fermement? Rends-moi mes affaires. Rends-les. Rémi a ri. Un rire mauvais. Après que tu nous as menti, caché tes richesses, alors qu'on se débrouillait à peine. Richesses. J'ai ricané amèrement. Ces bijoux valent quelques milliers d'euros tout au plus. Ils appartiennent à ma mère. Quand même. C'est un héritage familial. Rémi a exclamé. Il devrait rester dans la famille. Famille. J'ai répété. Où était la famille quand vous m'avez mise dans la grange? Quand vous discutiez comment me soutirer tout mon argent? Quand vous disiez que la vieille ne tiendrait pas longtemps? Rémi a encore pâli. Tu écoutais. Pas besoin d'écouter quand vous criez dans la cour après quelques verres de vin. Ai-je rétorqué? Hélène s'est avancée, le visage tordu de colère. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Madeleine,
Nous vous avons accueillis quand vous n'aviez nulle part où aller, et je suis reconnaissante pour ça. Et je dis, si reconnaissante que je vous ai donné 23 000 € pour 3 semaines dans la grange. Je pensais que c'était plus que généreux. Rémi a serré le poing, tenant toujours mes bijoux. Tu as changé ton testament, n'est-ce pas? A-t-il demandé soudain. Tu m'as déshérité. Je n'ai pas répondu, mais mon visage a dû trahir la vérité. Comment as-tu pu faire ça? A-t-il crié, jetant les bijoux aux alcools. Je suis ton fils, ton seul enfant, le fils qui ne voit sa mère que comme un portefeuille. Ai-je répondu calmement. Le fils qui m'a mise dans une grange, attendant ma mort pour hériter. Ce n'est pas vrai. Hélène a crié aussi. Nous prenions soin de vous. Vous preniez soin de mon argent. Ai-je corrigé, me baissant pour ramasser les bijoux. Éparpillés, c'est tout ce qui vous importait. Rémi a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai libéré mon bras, me redressant, le regardant dans les yeux. Je peux, Rémi, et je pars. Un taxi viendra me chercher demain matin. Vous ne me reverrez jamais. Comment as-tu pu? A-t-il crié, désespéré dans sa voix. Me déshériter, cacher les bijoux, partir sans prévenir. Je n'ai fait que sourire, regardant leur visage déformé par la colère. La nuit après la confrontation avec Rémi et Hélène était agitée. Je n'ai presque pas dormi, écoutant chaque bruissement derrière la porte fine de la grange. Pas que j'avais peur de mon fils, même en colère. Il n'était pas capable de violence physique, mais je craignais qu'il tente d'empêcher mon départ. Peut-être en cachant mes affaires ou documents. Mais la nuit s'est passée sans incident. À 5h du matin, j'étais debout, prête pour une nouvelle journée, une nouvelle vie. Le taxi devait arriver à 8h. Je l'avais commandé tôt exprès, pour que Rémi ne soit pas encore parti au travail. Il devait me voir partir, entendre tout ce que je voulais lui dire. Toutes ces années de mots non dits, ces décennies de ressentiment, de faux semblants. C'était fini. J'ai soigneusement fait mon lit, bien que je savais ne pas revenir. Les petites habitudes d'une vie vécue sont dures à abandonner. J'ai rangé les dernières petites choses dans ma valise. Vérifié mes documents, passeport, carte bancaire, assurance, bail de mon nouvel appartement. Tout était en place. À 7h, j'ai entendu du mouvement dans la maison principale. La porte a claqué, la douche a grondé. Ils étaient réveillés. Je me suis assise sur le lit, attendant. Les minutes s'étiraient lentement. Je regardais l'horloge, observant l'aiguille des secondes, compter les dernières minutes de mon séjour, dans cet endroit qui n'avait jamais été, ne pourrait jamais être un foyer. À 8h précises, un taxi s'est arrêté. J'ai entendu le moteur, les pas du chauffeur vers la maison. Puis la sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre, voyant Rémi boutonner sa chemise en allant ouvrir. Hélène était dans la cuisine, sa silhouette visible à travers la porte vitrée. J'ai pris ma valise, mon sac, jetant un dernier regard à la grange, et suis sortie dans la cour. Le matin était frais, clair. Les oiseaux chantaient dans les buissons, comme pour saluer mon nouveau jour. Maman? Rémi se tenait sur le porche, me regardant, son visage mêlant surprise, inquiétude. « Tu pars vraiment? »« Oui, Rémi. » ai-je répondu fermement. Le taxi m'attend. Hélène est sortie, arrangeant ses cheveux, habillée pour le travail. Tailleur chic, talons hauts, en voyant mes valises dans le taxi à la grille. Elle s'est arrêtée, comme incrédule. « Madeleine, vous ne pouvez pas partir comme ça. » A-t-elle commencé. Nous devons parler, discuter d'hier. Je pense avoir été très claire hier, ai-je dit, me dirigeant vers la grille. Rémi a bloqué mon chemin, se tenant entre moi et la sortie. « Maman, s'il te plaît. »« Parlons, » a-t-il dit, inquiète. « J'ai eu tort hier, j'ai trop parlé. Nous pouvons discuter calmement. »
comme des adultes. J'ai peur que le temps des discussions calmes soit fini. Rémi, je l'ai regardé dans les yeux. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Non, il a croisé les bras. Pas avant que tu expliques ce qui se passe. Qu'as-tu fait hier? Où as-tu transféré l'argent? Qu'as-tu dit à l'avocat? J'ai soupiré. Eh bien, s'il insiste pour parler ici dès maintenant, soit. D'accord. Rémi, voici ce que j'ai fait. J'ai fermé le compte à la banque, transféré tout l'argent dans une autre banque. J'ai changé mon testament. Mes héritiers sont maintenant 2 associations caritatives. Pas toi. J'ai sorti les bijoux familiaux du coffre-fort et loué un appartement à Les Jardins d'Automne, où je vais maintenant. Le visage de Rémi a pâli. Il ne s'attendait clairement pas à tant de franchise. Tout. Tu ne peux pas me déshériter, a-t-il bafouillé. Je suis ton fils, ton seul enfant. Je peux, Rémi. Et je l'ai fait. Mais pourquoi? Sa voix tremblait. Qu'ai-je fait? Qu'as-tu fait? J'ai ricané amèrement. Tu m'as mise dans une grange, comme une chose inutile. Tu m'as manipulée pour obtenir mon argent. Tu as discuté avec ta femme que je ne tiendrai pas longtemps. Tu as essayé de me faire signer une procuration pour prendre toutes mes économies. Et tu me demandes ce que tu as fait. Hélène s'est approchée, le visage paniqué. Madeleine, vous avez tout mal compris, a-t-elle commencé. Nous voulions vraiment vous aider à gérer vos finances. À votre âge, ça peut être difficile. Épargnez-moi les explications hypocrites. Hélène, je l'ai coupée. J'ai parfaitement compris. J'étais juste une source d'argent. Rien de plus. Ce n'est pas vrai, Rémi a exclamé. Tu es ma mère. Je tiens à toi. Vraiment, je n'ai pu retenir un rire amer. C'est ça, tenir à quelqu'un, pour toi. Tu sais, Rémi, pendant des années, je me suis blâmée pour notre mauvaise relation. Je pensais être une mère trop stricte, que je demandais trop de toi. Mais maintenant, je vois que je ne suis pas le problème. Le problème, c'est toi, ton égoïsme, ta froideur. Rémi semblait avoir été frappé. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Madeleine, Hélène est intervenue. Nous reconnaissons que la grange n'est pas le meilleur endroit pour vivre. Nous pouvons aménager la chambre d'amis pour vous, ou même céder notre chambre. Descendre en bas, je l'ai regardé, incrédule. Pensez-vous vraiment que c'est une question de confort? D'où je vais dormir? Ce n'est pas ça, Hélène. C'est une question d'attitude, de la manière dont vous m'avez traité dès le début. Nous pouvons réparer ça, Rémi a dit rapidement. Donne-nous une chance. Maman, reviens. Nous te montrerons combien nous tenons vraiment à toi. Il y avait du désespoir dans sa voix, mais je voyais la vérité dans ses yeux. Pas du remords, mais de la peur. Peur de perdre l'accès à mon argent, à l'héritage qui l'attendait. Non, Rémi, il est trop tard pour une seconde chance. J'ai pris ma décision. J'ai essayé de le contourner, mais il a bloqué mon chemin. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Il semblait en colère maintenant. Je ne te laisserai pas, Rémi. Ma voix s'est durcie. Si tu ne me laisses pas partir maintenant, j'appelle la police. Veux-tu vraiment en arriver là? Ça a fonctionné. Il a reculé d'un pas, le visage tordu par une grimace de rage impuissante. Tu vas le regretter. A-t-il sifflé? Quand tu seras seul dans ton appartement coûteux, sans famille, sans soutien, je préférerais être seul qu'avec une famille comme celle-là. Ai-je répondu calmement, me dirigeant vers la grille. Le chauffeur de taxi, un vieil homme à la moustache grise, m'attendait. Il a pris ma valise, ouvrant la portière. « Attendez !» Hélène a crié, courant vers moi. « Madeleine, vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous comptions sur votre argent. Nous avons des dettes, des prêts. Voilà, la vérité, sans hypocrisie. Mon argent est mon argent. Hélène, ai-je dit fermement. Pas le vôtre, pas celui de Rémi. C'est le mien. Je l'utiliserai comme bon me semble.
Mais nous sommes une famille. Elle criait presque. Une famille est censée s'entraider. La famille, c'est autant recevoir que donner de l'aide. Ai-je répondu? Avez-vous jamais pensé que je suis aussi une personne, avec des sentiments, des désirs, des besoins? Non, pour vous, j'étais juste une source d'argent. Maintenant qu'elle est partie, vous paniquez. Rémi s'est approché, le visage tordu de colère. Tu te venges, n'est-ce pas, pour ne pas avoir été le fils parfait, pour ne pas avoir assez appelé, pour ne pas être venu au fait. Non, Rémi, j'ai secoué la tête, je ne me venge pas. Je commence juste à vivre pour moi, à protéger ce qui est à moi. Tu es égoïste, a-t-il craché. Tu l'as toujours été. Tu ne penses qu'à toi. J'ai ricané amèrement. Drôle. Venante de toi. Toute ma vie, j'ai vécu pour les autres. Pour ton père. Pour toi. Travaillant à 2 emplois pour que tu ailles dans une bonne école. Me privant de toutes pour que tu aies le meilleur. Et voilà comment tu me remercies. Tu étais une mère horrible. Rémi a crié, perdant le contrôle. Toujours à critiquer, à exiger plus. Jamais satisfaite. Je voulais que tu sois un homme bon chien. Rémi, ai-je dit doucement. Dieu sait que j'ai essayé, mais j'ai échoué. Je suppose. Les mots semblaient l'avoir touché. Il a pâli, reculant d'un pas. Tu n'as pas le droit de me juger. A-t-il sifflé? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. As-tu le droit de me juger? Ai-je demandé? As-tu pensé une seconde à ce que j'ai traversé? Ce que ça fait d'être veuve après 40 ans de mariage, de vendre une maison pleine de souvenirs, d'emménager chez un fils qui te met dans une grange, ne te voyant que comme un portefeuille ambulant. Un instant, quelque chose a brillé dans ses yeux. De la honte peut-être, mais ça a vite disparu, remplace par une détermination froide. Si tu pars maintenant, a-t-il dit doucement, tu ne pourras peut-être jamais revenir. Jamais. Je te couperai de ma vie. Tu m'as coupé de ta vie il y a longtemps, Rémi. Ai-je répondu calmement. Tu n'as juste pas pris la peine de me le dire. Je suis montée dans le taxi, fermant la portière. La dernière chose que j'ai vue étaient les silhouettes figées de Rémi et Hélène dans l'allée, comme des statues, regardant la voiture emporter leurs espoirs d'argent facile. Problème de famille, a demandé le chauffeur, s'engageant dans l'allée. Oui, ai-je répondu brièvement. Ça arrive. Où allons-nous, madame? Les jardins d'automne. S'il vous plaît. En roulant dans les rues matinales de Vallières, je regardais par la fenêtre la ville qui s'éveillait. Les gens se pressaient au travail. Les mères emmenaient leurs enfants à l'école. Les vieux promenaient leurs chiens. Une vie ordinaire qui continuait. Et quelque part dans ce flux, je serais désormais moi. Pas une annexe à mon fils. Pas une vieille femme impuissante dans une grange. Mais une personne indépendante avec sa propre vie. Les pensées de la confrontation récente tourbillonnaient dans ma tête. Je me souvenais du visage de Rémi, tordu de colère, des tentatives désespérées d'Hélène pour me convaincre de rester, leur panique non dissimulée à l'idée de perdre l'accès à mon argent. Était-ce douloureux? Oui, décevant. Absolument. Mais il y avait aussi quelque chose de libérateur. Toutes les cartes étaient enfin sur la table. Plus de faux semblants, de sourires hypocrites, de promesses vides. Nous sommes presque arrivés. Madame, a dit le chauffeur, tournant dans une rue bordée d'arbres. Les jardins d'automne semblaient encore plus attrayants à la lumière du matin. Bâtiments soignés noyés dans la verdure, allées bien entretenues. Personnes âgées assises sur des bancs ou se promenant. L'endroit exsudait la tranquillité, la dignité, exactement ce qui manquait chez mon fils. J'ai été accueillie à l'entrée par Geneviève, la gestionnaire rencontrée la veille. Madame Fournier, a-t-elle souri? Vous êtes là plus tôt que prévu. Votre appartement est prêt. Mais si vous avez besoin d'aide avec vos affaires, merci, Geneviève. Mais je peux me débrouiller, ai-je répondu. Je n'ai pas beaucoup de bagages.
Alors, permettez-moi de vous accompagner. Bienvenue à Les Jardins d'Automne. Nous sommes montés au 2e étage. Geneviève a ouvert la porte de mon nouvel appartement. C'était lumineux. Cosy, un salon avec coin cuisine. Une chambre avec un grand lit. Une salle de bain avec des mains courantes pour la sécurité. Le balcon donnait sur le parc, où des enfants de l'école voisine jouaient. J'espère que vous vous plairez aussi, a dit Geneviève. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Nous organisons une tea party dans le salon commun. Une belle occasion de rencontrer les voisins. Seule, je me suis assise sur le canapé, prenant une profonde inspiration. Un étrange mélange de soulagement, de tristesse, d'incertitude m'a envahi. Je l'avais fait. J'avais rompu ma relation toxique avec mon fils, protégé mes finances, trouvé un nouveau lieu de vie. Mais ensuite, qu'est-ce qui m'attendait dans cette nouvelle vie indépendante? J'ai commencé à déballer, arrangeant photos, accrochant vêtements dans l'armoire. Le processus d'installation était apaisant, me donnant un sentiment de contrôle. En sortant la photo d'Andry, la posant sur la table de chevet, j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seule. Paradoxalement, je venais de couper les liens avec mon seul proche. Pourtant, je ressentais non de l'isolement, mais de la liberté. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Rémi. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décidé qu'il valait mieux en finir maintenant que laisser des choses non dites. Oui, Rémi. Maman, enfin, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je vais bien, Rémi, ai-je répondu calmement. J'ai juste été occupée. J'entendais l'incrédulité dans sa voix. Occupée par quoi dans une maison de retraite? Les Jardins d'Automne n'est pas une maison de retraite. C'est un complexe de vie autonome. Ai-je corrigé? Oui, je suis occupée. J'ai ma propre vie. Il a ricané, mais n'a pas insisté. Écoute, maman, j'ai une grande nouvelle. Tu te souviens du projet dont je t'ai parlé? L'investissement qui n'a pas marché. Eh bien, il y a une chance de le relancer. Mon ami Gaspard a trouvé un nouvel investisseur. Mais il nous faut un capital initial, juste 6 000 €. Et nous pouvons tripler ça en 6 mois. Voilà. Pas d'inquiétude pour ma santé. Pas de désir de se réconcilier. Juste de l'argent. Rémi, je t'ai dit, je ne financerai pas tes projets douteux. Mais ce n'est pas douteux. A-t-il objecté? Nous avons un plan d'affaires, une stratégie marketing. Tout est calculé. La dernière fois, nous n'avions pas assez de temps pour faire des profits. Si tout est si bien calculé, pourquoi ne peux-tu pas obtenir un prêt bancaire? Ai-je demandé. Le silence à l'autre bout était plus éloquent que n'importe quelle réponse. C'est bien ce que je pensais. Ai-je soupiré. Écoute, Rémi, je ne te donnerai pas d'argent. Ni kama, ni kasa, ni 5 €. C'est une décision finale. Mais, maman, une note implorante dans mon cahier. C'est notre dernière chance. Si nous ne lançons pas le projet maintenant, nous perdrons tout. La banque a envoyé un avis d'expulsion. Hélène risque de perdre son emploi à cause de licenciement. Ou, Rémi, je l'ai interrompu. Je vous ai donné 23 000 € en 3 semaines. Où est cet argent? Une nouvelle montre, du vin coûteux. Le silence au téléphone était éloquent. C'est bien ce que je pensais. Ai-je soupiré. Écoute, je ne veux pas résoudre vos problèmes financiers. Vous devrez apprendre à vivre selon vos moyens. Peut-être vendre la maison, acheter quelque chose de plus abordable, réduire vos dépenses. C'est tout ce que tu as à dire. Sa voix s'est durcie. Des conseils financiers d'une femme qui a passé sa vie à compter les centimes. Tu n'as aucune idée de comment fonctionne la vie moderne. Peut-être. J'ai acquiescé. Mais je sais que les dettes ne se règlent pas par de nouvelles dettes. Et les problèmes ne disparaissent pas en soutirant de l'argent à une mère âgée. Tu es une vieille femme sans cœur. A-t-il lâché? Tu te fiches de ton propre fils. Ces mots auraient dû faire mal. Mais, étrangement,
Je me sentais seulement fatiguée. Non, Rémi, c'est toi qui te fiches de ta propre mère, ai-je dit doucement. Et je pense que cette conversation est terminée. J'ai raccroché sans attendre sa réponse, puis débranché le téléphone, le mettant dans un tiroir de bureau. Les discussions pouvaient attendre. Pour l'instant, j'avais besoin de temps pour moi, pour faire le point sur ce qui s'était passé, décider comment avancer. Je suis sortie sur le balcon, regardant le parc en contrebas. Des enfants jouaient au ballon. Des personnes âgées étaient assises sur des bancs, profitant du jour ensoleillé. Une vie normale, paisible. Et maintenant, ce serait aussi ma vie. Soudain, j'ai ressenti une bouffée d'énergie. Je voulais explorer le complexe, rencontrer mes voisins, peut-être m'inscrire à ces cours d'art dont Geneviève avait parlé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un fardeau, une gêne, mais comme une personne avec ses propres désirs, ses opportunités. Je suis rentrée dans l'appartement, finissant de déballer. Puis j'ai pris une douche, changé pour une robe fraîche, décidant de descendre explorer. Dans le hall, j'ai rencontré une femme âgée qui s'est présentée comme Elisabeth. « Vous êtes nouvelle ici ?» a-t-elle demandé avec un sourire amical. « Je vis ici depuis 5 ans. Je peux vous faire visiter. »« J'aimerais beaucoup, » ai-je répondu. « Je m'appelle Madeleine Fournier, ravie de vous rencontrer. »« Madeleine, venez, je vous montre la bibliothèque. Vous aimez lire. » Et nous avons parcouru les couloirs de les jardins d'automne. Discutant comme de vieilles connaissances, Elisabeth parlait de la vie dans le complexe, des autres résidents, des activités. J'écoutais, pensant à l'étrangeté de la vie. Parfois, il faut perdre une famille pour trouver un nouveau foyer. Le soir, assise dans mon nouvel appartement avec une tasse de thé, je réfléchissais aux événements des derniers jours, à la trahison de mon fils, à mon pas décisif, à l'inconnu qui m'attendait. Était-ce effrayant? Oui. Avais-je des regrets? Non. J'ai pris la photo d'Henri, regardant son visage gentil longtemps. Tu vois, Henri, je l'ai fait, ai-je murmuré. J'ai trouvé la force de commencer une nouvelle vie. J'aimerais que tu sois là. Il m'a semblé qu'il me souriait depuis la photo, comme approuvant ma décision. Peut-être un jeu de lumière, peut-être plus. Dans tous les cas, pour la première fois depuis longtemps, je ressentais la paix et l'espoir qu'à 60 ans, la vie peut ouvrir un nouveau chapitre. Un mois s'était écoulé depuis mon installation à les jardins d'automne. Incroyable comme on s'adapte vite à une nouvelle vie. Mon petit appartement au 2e étage semblait maintenant un vrai foyer. J'ai arrangé quelques affaires, acheté des plantes, de nouveaux rideaux. Le matin, je buvais mon café sur le balcon, regardant le parc s'éveiller. Le soir, je lisais des livres empruntés à la bibliothèque locale ou regardais de vieux films à la télévision. Mais surtout, je n'étais plus seule. Les jardins d'automne abritaient des dizaines de seniors comme moi, beaucoup cherchant de la compagnie. Elisabeth, la femme qui m'avait accueillie, est devenue une véritable amie. Elle avait 78 ans, veuve depuis 10 ans. 2 filles adultes vivant dans d'autres régions. Nous allions souvent nous promener ensemble. Déjeunions dans un petit café à proximité ou restions dans le salon commun, discutant de tout. « Tu sais, Madeleine, m'a-t-elle dit un jour, sirotant son thé, tu as beaucoup changé ce mois-ci, à ton arrivée. Tu semblais si perdue. Maintenant, tu rayonnes. Vraiment. » Ai-je souri, flatté par ces mots. C'est probablement la liberté. Je ne me sens plus comme un fardeau. Oh, je comprends. Elisabeth a hoché la tête. Quand mon mari est mort, les enfants voulaient que j'emménage avec eux. De bonne foi, bien sûr. Mais j'ai refusé. Je ne voulais pas être la grand-mère, tricotant des chaussettes dans un coin. Je voulais être moi. Ce sentiment d'être moi, je le redécouvrais chaque jour. Dans la grange de Rémi, j'étais juste une vieille femme, un ajout gênant à la famille. Iti. J'étais Madeleine Fournier,
Une personne avec ses intérêts, ses désirs, ses opinions. Une mercredi après-midi, en consultant le tableau d'affichage dans le hall, j'ai vu une annonce pour un cours de dessin pour débutants. Organise au centre communautaire à Proximite tous les samedis. Je me suis arrêtée devant, hésitant à m'inscrire. Autrefois, il y a longtemps, j'aimais peindre. Avant mon mariage, avant Rémi, avant la routine de la vie. J'étais même plutôt douée. Paysagers à l'aquarelle, nature morte avec des fleurs. Mais ensuite, je n'avais plus le temps, plus la force. Puis, je n'en avais plus envie. Tu penses t'inscrire? Elisabeth s'était approchée discrètement, examinant l'annonce. C'est le groupe de Marcel Lefebvre, un excellent professeur, très patient avec nous. Les vieux, je ne sais pas. Ai-je hésité? Ça fait des années que je n'ai pas tenu un pinceau. Et alors, Elisabeth a haussé les épaules. J'ai commencé le yoga à 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau ou revenir à l'ancien. Il y avait du bon sens dans ces mots. De quoi avais-je peur? De ne pas y arriver, d'être embarrassée. Quelle importance? J'avais déjà traversé le pire, la trahison de mon fils unique. Après ça, la peur d'une toile blanche semblait ridicule. Tu as raison, ai-je hoché la tête. Je m'inscris maintenant, je me suis inscrite. Et le samedi suivant, ressentant une excitation étrange, comme celle des enfants avant la rentrée scolaire, je suis allée au cours. Le groupe était petit. 8 personnes, toutes âgées, sauf une jeune femme d'une trentaine d'années qui, j'ai appris plus tard, se remettait d'une dépression, trouvant le dessin thérapeutique. Marcel Lefebvre, le professeur, était un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants, à la voix calme. Il ne pressait pas, ne critiquait pas, guidait doucement, montrant comment tenir un pinceau, mélanger les couleurs, créer du volume avec les ombres. N'ayez pas peur des erreurs, disait-il. Il n'y a pas d'erreurs en art, seulement de l'expérience. Chaque coup de pinceau est un pas vers la compréhension de soi. Le premier tableau que j'ai peint était affreux. Lignes tordues, coups hésitants, couleurs fades. Mais Marcel y a trouvé quelque chose de spécial. Vous avez un sens de la composition, a-t-il dit, regardant ma nature morte et maladroite de pomme. Et vous n'avez pas peur de la couleur. C'est bien. Beaucoup de débutants sont trop prudents. Après le cours, je suis rentrée le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Pas juste existante, mais vraiment vivante. Avec des désirs, des aspirations, des joies. Chez moi, j'ai découvert que mon téléphone, rarement consulté, était plein d'appels manqués de Rémi. 5 appels que 2 derniers jours. J'ai soupiré. Une partie de moi voulait supprimer ces notifications, oublier mon fils, comme il m'avait oublié toutes ces années. Mais une autre partie, la partie maternelle, ineffaçable, s'inquiétait. Et s'il était arrivé quelque chose de grave, j'ai décidé de rappeler. Rémi a répondu à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. « Maman, enfin, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. »« Je vais bien, Rémi. » ai-je répondu calmement. J'ai juste été occupée. Occupée. J'entendais l'incrédulité dans sa voix. Occupée par quoi dans une maison de retraite? Les jardins d'automne n'est pas une maison de retraite. C'est un complexe de vie autonome. Ai-je corrigé? Oui, je suis occupée. J'ai ma propre vie. Il a ricané, mais n'a pas insisté. Écoute, maman, j'ai une grande nouvelle. Tu te souviens du projet dont je t'ai parlé? L'investissement qui n'a pas marché. Eh bien, il y a une chance de le relancer. Mon ami Gaspard a trouvé un nouvel investisseur. Mais il nous faut un capital initial. Juste 6 000 €. Et nous pouvons tripler ça en 6 mois. Voilà. Pas d'inquiétude pour ma santé. Pas de désir de se réconcilier. Juste de l'argent. Rémi, je t'ai dit, je ne financerai pas tes projets douteux. Mais ce n'est pas douteux, a-t-il objecté. Nous avons un plan d'affaires.
Une stratégie marketing. Tout est calculé. La dernière fois, nous n'avions pas assez de temps pour faire des profits. Si tout est si bien calculé, pourquoi ne peux-tu pas obtenir un prêt bancaire? Ai-je demandé. Le silence à l'autre bout était plus éloquent que n'importe quelle réponse. C'est bien ce que je pensais. Ai-je soupiré. Écoute, Rémi, je ne te donnerai pas d'argent. Ni kumasia, ni casa, ni 5 euros. C'est une décision finale. Mais, maman, une note implorante dans sa voix. C'est notre dernière chance. Si nous ne lançons pas le projet maintenant, nous perdrons tout. La banque a envoyé un avis d'expulsion. Hélène risque de perdre son emploi à cause de licenciement. Ou, Rémi, je l'ai interrompu. Je vous ai donné 23 000 € en 3 semaines. Où est cet argent? Une nouvelle montre, du vin coûteux. Le silence au téléphone était éloquent. C'est bien ce que je pensais, ai-je soupiré. Écoute, je ne veux pas résoudre vos problèmes financiers. Vous devrez apprendre à vivre selon vos moyens. Peut-être vendre la maison, acheter quelque chose de plus abordable, réduire vos dépenses. C'est tout ce que tu as à dire. Sa voix s'est durcie. Des conseils financiers d'une femme qui a passé sa vie à compter les centimes. Tu n'as aucune idée de comment fonctionne la vie moderne. Peut-être, j'ai acquiescé. Mais je sais que les dettes ne se règlent pas par de nouvelles dettes. Et les problèmes ne disparaissent pas en soutirant de l'argent à une mère âgée. Tu es une vieille femme sans cœur. A-t-il lâché? Tu te fiches de ton propre fils. Ces mots auraient dû faire mal. Mais, étrangement, je me sentais seulement fatiguée. Non, Rémi, c'est toi qui te fiches de ta propre mère. Ai-je dit doucement, et je pense que cette conversation est terminée. J'ai raccroché, tenant le téléphone, ressentant un étrange vide à l'intérieur, pas de douleur, pas de colère, mais du vide, comme si le dernier film reliant à mon fils avait été coupé. Le lendemain, j'ai retrouvé Elisabeth dans la salle à manger commune pour le petit déjeuner. Elle a remarqué mon humeur, me demandant ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté la conversation avec Rémi. Tu sais, a-t-elle dit, sirotant son café, « Je pense que tu devrais bloquer son numéro. » Quoi? Je l'ai regardée, surprise. Bloquer son numéro. A-t-elle répété? Pourquoi te torturer avec ces conversations? Il ne changera pas. Madeleine. Il appellera encore. Encore. Chaque fois avec une nouvelle histoire déchirante. Chaque fois demandant de l'argent. Et chaque fois, tu te sentiras coupable. Même si tu n'as rien fait de mal. J'ai réfléchi à ces mots. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que la seule façon de vraiment commencer une nouvelle vie était de couper tous les liens avec le passé. J'y penserai, ai-je dit, et j'y étais pensé toute la journée. Pesant le pour, le contre. Avais-je le droit d'abandonner mon propre fils, même s'il était si ingrat, égoïste? N'était-ce pas trop drastique? Mais d'un autre côté, ne méritais-je pas une vieillesse paisible, sans stress constant, sans manipulation? Ce soir-là, après un cours de dessin, où j'ai commencé une nouvelle nature morte, avec des fleurs cette fois, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone, trouvé le numéro de Rémi, et l'ai bloqué. C'était un sentiment étrange, un mélange de soulagement, d'amertume, comme si j'avais enterré une partie de moi, mais en même temps, j'étais libérée d'un lourd fardeau. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans rêve. Comme je n'avais pas dormi depuis des années, les jours se sont ajoutés aux semaines, les semaines aux mois. La vie à les jardins d'automne suivait son cours. Calme, mesuré. J'ai continué les cours d'art, où j'ai progressivement amélioré mes compétences. Marcel disait que j'avais du talent, surtout pour les paysages. Vous voyez des choses que les autres manquent, disait-il. Les détails qui donnent vie à un tableau. En plus de la peinture, j'ai trouvé d'autres occupations. Je me suis inscrite à un club de lecture où nous discutions de littérature classique, de romans contemporains.
j'ai commencé à assister à des concerts de musique classique, parfois organisés au centre communautaire. J'ai même essayé le yoga pour seniors, bien que ce soit plus difficile que prévu. Mes vieilles articulations n'obéissaient pas toujours. Un jour, en revenant d'une promenade, j'ai vu une silhouette familière à l'entrée de les jardins d'automne. Rémi. Il se tenait là, ses dents dinantes, visiblement nerveux. J'ai hésité, me demandant si je devais l'approcher ou faire demi-tour. Mais il m'a repéré avant que je décide. « Maman, il est venu vers moi. Enfin, je t'attends depuis 1 heure. » Il semblait émacié, des cernes sous les yeux. Son costume, autrefois coûteux, élégant, semblait maintenant usé. « Rémi, » j'ai hoché la tête. « Que fais-tu ici? Tu as bloqué mon numéro. » A-t-il dit, reprocheur. Je n'avais pas d'autre moyen de te contacter. J'ai bloqué ton numéro, car je ne voulais plus parler. Ai-je répondu franchement? C'était un choix conscient, pas une erreur technique. Il a grimacé, comme s'il souffrait. Maman, je sais que je n'ai pas été le meilleur, mais tu ne peux pas me couper de ta vie. Je suis ton fils. Et toi? Tu m'as coupé de ta vie il y a des années. Ai-je rétorqué? Tu ne t'es souvenu de moi que quand tu avais besoin d'argent. Écoute, Rémi, ai-je continué? Plus doucement. Je ne te hais pas. Je suis juste fatiguée d'être manipulée, de me sentir coupable tout le temps, d'être utilisée. Je veux vivre le reste de mes jours en paix. Je comprends, a-t-il dit doucement. Mais, maman, nous sommes vraiment désespérés. Nous avons perdu notre maison. Nous vivons chez un ami d'Hélène maintenant, dans sa chambre d'amis. J'ai perdu mon emploi. Et tu es venu demander de l'argent. Ai-je fini pour lui? Il m'a regardé, les yeux pleins de désespoir. Oui, je suis venu demander de l'argent. Pas 46 000, pas 27 600, juste 200. Pour qu'on puisse louer un appartement, se remettre sur pied. Je l'ai regardé. Un homme adulte qui n'a jamais appris à assumer la responsabilité de ses actes, toujours à la recherche de solutions faciles, de correctifs rapides. Et soudain, je n'étais pas tant offensée que triste. Triste pour lui, pour l'homme qu'il était devenu, pour la vie qu'il avait choisie. Non, Rémi, ai-je dit fermement, je ne te donnerai pas d'argent. Pas 200, pas 9 euros. Ça ne t'aidera pas. Ça ne fera que retarder l'inévitable. Tu dois apprendre à vivre selon tes moyens. Trouver un emploi, peut-être pas aussi prestigieux qu'avant, mais stable. Une grimace de colère a traversé son visage. Toi, a-t-il craché? Tu as toujours été comme ça, froide, calculatrice. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Je t'ai aimé plus que tout. Rémi, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne signifie pas céder à tous tes caprices. Payer pour tes erreurs. Parfois, l'amour, c'est dire non. Arrête de me faire la leçon. A-t-il haussé la voix, attirant l'attention des passants. Tu es une vieille femme pathétique, solitaire, qui mourra seule. Ces mots auraient dû faire mal. Mais, étrangement, je ressentais seulement du calme. Peut-être j'ai acquiescé, mais je mourrais avec dignité, avec la conscience d'avoir vécu honnêtement. Maintenant, va-t'en et ne reviens pas. Je l'ai contourné, me dirigeant vers l'entrée du bâtiment. Il a crié quelque chose, mais je ne me suis pas retournée. Une étrange sérénité m'envahissait, comme si la dernière pièce du puzzle s'était mise en place. J'avais fait un choix pour moi. Ma tranquillité, ma nouvelle vie. Ce soir-là, je suis restée longtemps sur le balcon, regardant le soleil se coucher. Je pensais au passé, à Henri, à Rémi enfant, à toutes les années consacrées à ma famille. Avais-je des regrets? Parfois. Mais je réalisais aussi qu'on ne change pas le passé. On peut seulement l'accepter, avancer. 3 mois ont passé. Ma vie à les jardins d'automne a pris un nouveau rythme. J'ai fait des amis parmi les voisins, suivi des cours d'art réguliers, même créé un petit groupe de lecture de poésie. Mes peintures, paysages à l'aquarelle, natures mortes, étaient assez bonnes pour être exposées dans le hall du complexe.
dans une petite exposition des travaux des résidents. Je n'ai pas eu de nouvelles de Rémi. Parfois, je pensais à lui, me demandant comment sa vie avait tourné, s'il s'était sorti du trou financier. Mais ces pensées ne faisaient plus aussi mal qu'avant. J'avais pris une décision. Je vivais avec en paix. Un matin, en vérifiant le courrier, j'ai trouvé une enveloppe avec une écriture inconnue. À l'intérieur, une carte postale avec une vue de Marseille. Une courte note. Maman, j'ai déménagé à Marseille. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de construction. Pas aussi prestigieux qu'avant, mais stable. Hélène n'est pas venue avec moi. Nous nous sommes séparés. Je ne m'excuse pas. Ne demande pas d'argent. Je voulais juste que tu saches que je suis vivant, que j'essaie de recommencer. Rémi. J'ai relu la note plusieurs fois, ressentant un étrange soulagement. Pas de joie, pas de fierté, mais du soulagement. Peut-être que mon fils commençait enfin à grandir. Je n'ai pas répondu à la carte, pas par colère ou ressentiment, mais parce que je sentais que tout avait été dit entre nous. Peut-être un jour, s'il change vraiment, pourrions-nous réparer notre relation. Mais pas maintenant. Pour l'instant, nous avions tous deux besoin de temps, d'espace. La vie continuait. Chaque jour, j'appréciais de plus en plus ma nouvelle liberté, mes nouveaux hobbies, mes nouveaux amis. Je ne me sentais plus comme un fardeau, une personne de trop. J'étais Madeleine Fournier, artiste amateur, membre d'un club de lecture, amie, voisine, une femme qui, à 75 ans, a trouvé le courage de recommencer. Pour mon 66e anniversaire, j'ai invité des amis de Les Jardins d'Automne pour un petit dîner chez moi. Elisabeth a aidé à cuisiner. Armand, un ancien musicien, a apporté son violon, jouant de beaux airs. Nous avons bu du vin, évoqué notre jeunesse, ri à de vieilles blagues. Quand tous sont partis, je suis sortie sur le balcon avec un verre de vin. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles. L'air sentait le jasmin du jardin voisin. Je pensais à l'année passée, à tous les changements dans ma vie, à la grange dans la cour de Rémi, à ses tentatives de me soutirer de l'argent, à ma décision de partir, de commencer une nouvelle vie. Était-ce facile? Non. Était-ce juste? Absolument. J'élevais mon verre au ciel étoilé, comme un toast au nouveau départ, à la liberté. Ai-je murmuré, à une vie qui continue, quoi qu'il arrive. Et à ce moment, debout sur le balcon de mon petit appartement cosy, entouré de la chaleur de nouveaux amis, de la liberté de mes propres décisions, j'ai réalisé une simple vérité. Il n'est jamais trop tard pour vivre pour soi, pour se libérer des relations toxiques, de la manipulation, des attentes des autres, même à 75 ans, surtout à 75 ans, quand chaque jour devient particulièrement précieux.